Votre honneur, je travaillerai gratuitement jusqu'à la fin de mes jours. Nettoyez votre maison, lavez votre voiture, faites tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, n'envoyez pas mon petit frère en centre de détention pour mineurs. » Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience lorsque Marcus Williams, 19 ans, tomba à genoux devant le banc du juge Harrison. Sa voix tremblait de désespoir, ce qui fit trembler chaque personne présente. Le bruit de ses genoux heurtant le sol en marbre résonna comme un coup de feu dans la salle d'audience, par ailleurs silencieuse. Le juge Harrison, confiné dans son fauteuil roulant depuis 3 ans après un accident de voiture, fixait le jeune homme avec un mélange de surprise et de dégoût. Ses doigts manucurés tambourinaient avec impatience sur l'accoudoir de son fauteuil coûteux. « Monsieur Williams, c'est tout à fait inapproprié. Levez-vous immédiatement. » Mais Marcus resta à genoux, les larmes aux yeux, les mains jointes dans un geste de pur désespoir. « S'il vous plaît, monsieur. Mon frère Danny n'a que 14 ans. Il a commis une erreur, mais il n'est pas comme notre père. Ce n'est pas un criminel. C'est un élève brillant, monsieur. Il est bénévole au refuge pour animaux tous les week-ends. » Le silence régnait dans la salle d'audience, à l'exception des sanglots étouffés provenant de la galerie où Danny Williams était assis en uniforme orange de centre de détention pour mineurs, paraissant à peine avoir l'âge d'être au collège. Sa silhouette frêle semblait engloutie par ses vêtements trop grands, et ses yeux exprimaient le même espoir désespéré que ceux de son frère aîné. Des cernes sous ses yeux trahissaient ses nuits blanches dans un établissement destiné à des enfants bien plus âgés et bien plus dangereux. Marcus avait passé les 5 dernières années à élever Danny seul après la condamnation de leur père à 15 ans de prison pour vol à main armée. Il travaillait en double équipe à l'entrepôt Peterson, dormait 4 heures par nuit, s'assurait que Danny faisait ses devoirs et évitait les ennuis. Il avait assisté à toutes les réunions parents-professeurs, à toutes les pièces de théâtre de l'école, à tous les matchs de foot. Tout se passait parfaitement jusqu'à ce qu'une nuit stupide ne bouleverse tout. Le défenseur public, M. Rodriguez, un homme surmené dont la cravate était tachée de café, leva à peine les yeux de ses notes en marmonnant sur le dossier de Danny. Il avait clairement abandonné avant même le début de l'audience, un autre avocat étant submergé par des dossiers qu'il ne pouvait traiter avec l'attention qu'il méritait. L'accusé a volé une voiture et a entraîné la police dans une course-poursuite en centre-ville, poursuivit la procureure, Madame Peterson, lisant ses notes avec une efficacité froide. Son costume impeccablement repassé et son débit répété laissaient penser qu'elle avait déjà prononcé ce même discours des dizaines de fois. Cela révèle un comportement criminel récurrent qui exige une intervention immédiate. Ce qu'elle omettait, c'est que Danny avait volé la voiture pour emmener d'urgence sa petite amie diabétique à l'hôpital, lorsqu'elle était en état de choc à 2 heures du matin et qu'aucune ambulance n'était disponible dans leur quartier. Ce qu'elle omettait, c'est que la course-poursuite avait duré 3 pâtés de maison avant que Danny ne s'arrête volontairement aux urgences, suppliant les ambulanciers d'aider Sofia avant son arrestation. La mère de sa petite amie, Madame Gonzalez, était assise au dernier rang et sanglotait doucement. Sa fille était en vie grâce aux actions de Danny, mais son témoignage avait été jugé, sans rapport avec les accusations, par l'accusation. Le juge Harrison ajusta ses lunettes et examina le dossier avec l'air ennuyé d'un homme qui avait déjà pris sa décision avant même d'entendre les preuves. « Monsieur Danny Williams, vous êtes accusé de vol de voiture et de sous-arrestation. Ce sont des crimes graves passibles de lourdes peines, même pour les mineurs. » Marcus se leva d'un bond, la voix s'élevant sous l'effet de la panique, fruit de 5 années de lutte pour préserver l'unité de sa famille. Il sauvait une vie. Sofia Gonzalez est en vie grâce à ce que mon frère a fait. Sa glycémie a chuté à des niveaux dangereux et elle faisait des crises d'épilepsie. L'hôpital le plus proche qui prend en charge les patients non assurés est à 25 km. Asseyez-vous, monsieur Williams, ou je vous condamne pour outrage au tribunal, lança le juge Harrison, à bout de patience. Sa voix exprimait l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais été désespéré, jamais impuissant, jamais eu à choisir entre respecter la loi et sauver une vie. Mais quelque chose brilla dans le regard du juge lorsque Marcus mentionna travailler gratuitement pour le restant de ses jours. Un intérêt étrange qui ne dura qu'une fraction de seconde avant que son masque professionnel ne revienne. Ses doigts cessèrent de tambouriner sur son fauteuil roulant et il se pencha légèrement en avant, comme si Marcus avait dit quelque chose d'inattendument intrigant. L'huissier, l'agent Martinez, s'avança pour retenir Marcus, mais le juge Harrison leva la main pour l'en empêcher. « Attendez, monsieur Williams, répétez ce que vous avez dit à propos du travail gratuit. » Marcus essuya ses larmes du revers de sa manche, l'espoir illuminant ses yeux pour la première fois depuis le début de l'audience. « Tout ce dont vous avez besoin, votre honneur. Je nettoierai votre maison, j'entretiendrai votre propriété, je travaillerai dans votre jardin. Je n'ai pas besoin d'argent, juste de nourriture et d'un endroit où dormir. S'il vous plaît, ne détruisez pas l'avenir de mon frère pour une seule erreur commise pour sauver la vie de quelqu'un. »
La galerie du tribunal observait, stupéfaite, ce jeune homme désespéré offrir de sacrifier sa liberté pour celle de son frère. Même la sténographe avait arrêté de taper, les mains figées sur les touches, tandis qu'elle assistait à ce qui ressemblait davantage à une vente d'esclaves qu'à une procédure judiciaire. Ce que personne dans la salle d'audience ne savait, c'est que le juge Harrison enquêtait secrètement sur quelque chose de bien plus sinistre que la tentative désespérée d'un adolescent de sauver une vie. Et Marcus Williams, fils du prisonnier numéro 47291, allait devenir une pièce inattendue d'un puzzle qui allait bouleverser le système judiciaire tout entier. La coûteuse mallette en cuir italien du juge Harrison se trouvait à côté de son fauteuil roulant, contenant des documents qui auraient horrifié toute personne décente. Des dossiers financiers, des contrats avec des établissements privés et des correspondances avec des personnes qui considéraient les enfants comme des marchandises plutôt que comme des êtres humains. La façon dont le juge Harrison serrait son marteau lorsque Marcus mentionnait le service à vie suggérait que ce n'était pas la première fois que quelqu'un faisait une telle offre dans sa salle d'audience. Si vous êtes curieux de découvrir des histoires où le désespoir rencontre la corruption de la manière la plus inattendue, abonnez-vous pour découvrir comment le sacrifice d'un frère révélerait des secrets que des personnes puissantes tuent pour protéger. Le juge Harrison s'adossa à son fauteuil roulant, un sourire glacial aux commissures des lèvres, savourant cet instant de pouvoir absolu sur la famille Williams. Ses doigts caressèrent le bord de sa coûteuse montre Rolex, un cadeau dont peu de gens savaient qu'il avait été acheté avec l'argent gagné en ruinant de jeunes vies. Monsieur Williams, votre offre est intéressante. Mais je n'ai pas besoin de domestique. Ce dont j'ai besoin, c'est du respect de la loi. Il marqua une pause délibérée, laissant les mots pénétrer son esprit tandis que son regard scrutait la galerie, notant chaque visage, chaque témoin potentiel de ce qui allait se passer. Le silence s'éternisa douloureusement tandis que le juge Harrison feignait d'examiner l'appel désespéré de Marcus. En réalité, il avait déjà décidé du sort de Danny dès qu'il avait vu le dossier portant le tampon familier de l'organisation de Vincent Torres. Encore un jeune accusé, une nouvelle occasion d'alimenter la machine qu'il avait enrichie pendant des années. Cependant, poursuivit le juge, sa voix baissant jusqu'à donner à la salle d'audience un air de tombe, je trouve le comportement de votre famille troublant. Votre père, vol à main armée. Maintenant, votre frère, vol de voiture et évasion. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas, monsieur Williams? Marcus sentit sa poitrine se serrer de rage face à la cruauté calculée dans la voix du juge. Il ne s'agissait pas de justice, mais d'humiliation, de réduire en poussière une famille désespérée pour le plaisir. Votre honneur, sauf votre respect, mon frère n'a rien à voir avec notre père. Danny n'a même jamais eu de retenue à l'école. Il donne des cours particuliers de mathématiques à des élèves plus jeunes. Il n'a jamais fait de mal à personne de sa vie. Et pourtant, nous y voilà, répondit le juge Harrison avec une tristesse feinte, feuilletant des papiers qu'il ne lisait pas vraiment. Daniel Williams, vol de voiture. Mener la police dans une course-poursuite dangereuse en zone urbaine. Mettre en danger des vies innocentes, pourquoi? Une urgence médicale pour ma petite amie, qui aurait pu être gérée en appelant les secours. Madame Gonzalez se leva de la tribune, tremblante, la voix tremblante d'émotion. Votre honneur, je vous en prie. Ma fille Sophia serait morte si Danny n'avait pas réagi. Les ambulances de notre quartier mettent plus d'1 heure à intervenir. Il a sauvé la vie de mon bébé. L'expression du juge Harrison se durcit d'irritation après avoir été interrompue. Madame, asseyez-vous immédiatement, sinon je vous fais expulser. Ce tribunal ne prend pas ses décisions sur la base de témoignages émotionnels, mais sur les faits et le droit. L'huissier ramena doucement Madame Gonzalez à son siège tandis qu'elle sanglotait doucement. Marcus observait l'échange avec une horreur croissante, réalisant que le juge Harrison n'était pas seulement indifférent à la situation de Danny, il prenait pleinement plaisir à la souffrance de la famille. De plus, poursuivit le juge, la voix renforcée par la douleur qu'il infligeait, Monsieur Marcus Williams, votre emportement et votre offre de servitude inappropriée me disent tout ce que j'ai besoin de savoir sur le respect des procédures légales par cette famille. L'avocat commis d'office de Marcus prit enfin la parole d'une voix faible. Votre honneur, l'accusé n'a aucun antécédent judiciaire, d'excellentes notes et de nombreuses références de moralité de la part de ses enseignants et de membres de la communauté. Tout cela est hors de propos, balaya le juge Harrison d'un revers de main. L'accusé a commis des crimes graves. Point final. Il marqua une nouvelle pause, observant cette fois Marcus avec le regard calculateur d'un prédateur évaluant sa proie. Ce que Marcus ignorait, c'est que le juge Harrison recevait depuis des semaines des rapports détaillés sur la famille Williams. Leurs difficultés financières, l'emploi du temps épuisant de Marcus, leur isolement total de sa famille élargie. Des candidats parfaits pour le système qu'il avait perfectionné au fil des années de pratique. Daniel Williams, annonça le juge Harrison, son marteau flottant au-dessus du banc tel une hache de bourreau,
Je vous condamne par la présente à 2 ans de détention pour mineur au centre de réadaptation pour jeunes de Riverside, suivi de 3 ans de probation. » Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience comme un coup de massue. 2 ans pour une première infraction commise pour sauver la vie d'autrui. Même le procureur parut surpris par la sévérité de la peine. Le cri angoissé de Madame Gonzalez, « Non, s'il vous plaît, non », résonna dans la salle. Le marteau frappa le banc avec une force définitive qui brisa le monde de Marcus en morceaux qu'il n'était pas sûr de pouvoir jamais reconstituer. Le cri étranglé de Danny, « Non, Marcus, aidez-moi », déchira le cœur de son frère comme du verre brisé. « Attendez !» cria Marcus, la voix brisée par le désespoir. « S'il vous plaît, votre honneur, je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Je ferai tout ce que je peux. Nettoyer votre maison, entretenir votre propriété, jardiner. Pas de salaire, pas de questions. Juste le gîte et le couvert. S'il vous plaît, ne détruisez pas la vie de mon frère pour avoir tenté de sauver quelqu'un. » Les yeux du juge Harrison brillèrent d'une lueur qui fit froid dans le dos à Marcus. Non pas de la considération, mais de l'amusement à le voir supplier. « Insinuez-vous que je suis corrompu, monsieur Williams ? Que j'échangerais des faveurs personnelles contre des verdicts judiciaires ? Parce que ce serait une accusation très grave. »« Non, monsieur, je... » bégaya Marcus, réalisant qu'il était tombé dans un piège. « Parce que si c'était le cas, » l'interrompit le juge Harrison, sa voix se réduisant à un murmure inquiétant qui résonna clairement dans la salle d'audience silencieuse, « cela constituerait un outrage au tribunal, une obstruction à la justice et une tentative de corruption. Le genre d'accusations qui peuvent envoyer quelqu'un en prison pour très, très longtemps. Tout comme son père. » Marcus sentit le sang lui quitter le visage lorsqu'il réalisa que le juge le menaçait du même sort qui avait détruit leur famille 5 ans auparavant. Il avait déjà constaté cette même intimidation calculée, lorsque les services sociaux étaient venus les voir après l'arrestation de leur père. L'assistante sociale qui avait suggéré que les garçons seraient peut-être mieux séparés, avait employé le même langage menaçant. Ce que le juge Harrison ignorait, c'est que Marcus avait appris à être extrêmement prudent avec les adultes qui avaient le pouvoir sur sa vie. Alors que tout le monde se concentrait sur sa dépression nerveuse, son regard perçant avait capté des détails qui auraient échappé à la plupart des gens dans sa situation. La montre chère du juge, valant plus que ce que Marcus gagnait en 6 mois. Les chaussures de créateur qui coûtaient plus cher que leur loyer mensuel. La façon dont il avait instinctivement recouvert un dossier marqué « Service résidentiel privé » lorsque Marcus s'était approché du tribunal. Le plus révélateur était le léger signe de tête que le juge Harrison avait adressé à quelqu'un au fond de la salle d'audience. Quelqu'un que Marcus ne pouvait pas voir clairement, mais dont la présence comptait manifestement pour la décision du juge. Danny sanglotait à présent, tendant désespérément les bras vers son frère, tandis que 2 huissiers s'avançaient pour le maîtriser. « Marcus, ne les laisse pas m'emmener. Tu as promis de me protéger. Tu as promis qu'on resterait ensemble quoi qu'il arrive. » Le son de la terreur de son petit frère transperça Marcus comme une lame dentelée. C'était le même garçon qui vérifiait encore les serrures 2 fois avant de se coucher parce que leur père amenait des gens dangereux chez eux. Le même garçon qui avait appris tout seul à cuisiner des repas élaborés à 9 ans parce que quelqu'un devait bien préparer le dîner quand Marcus travaillait 16 heures par jour pour les maintenir à flot. « Votre honneur », tenta une fois de plus Marcus d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, luttant contre des larmes qui menaçaient de le briser, « ce n'est qu'un enfant qui a essayé de sauver la vie de quelqu'un. S'il vous plaît, soyez clément. » L'expression du juge Harrison devint glaciale, toute prétention judiciaire s'évanouissant complètement. « Monsieur Williams, le casier judiciaire de votre famille parle de lui-même. Votre père, vole à main armée avec une arme mortelle. Maintenant, votre frère, vol de voiture et évasion. Le schéma est on ne peut plus clair pour quiconque a les yeux pour voir. » Mais Marcus saisit quelque chose dans le ton du juge que d'autres manquèrent, une prononciation maîtrisée, répétée, comme s'il avait déjà prononcé ce même discours à maintes reprises devant d'autres familles désespérées. Combien d'autres frères et sœurs avaient-ils été séparés par le marteau de cet homme? Combien d'autres familles avaient-elles été détruites par des condamnations qui semblaient plus cruelles que justes? Alors que les huissiers emmenaient Danny, le jeune homme de 14 ans, terrifié, jeta un dernier regard en arrière avec des yeux qui entraient Marcus pendant des mois. « Marcus, tu as promis de ne laisser personne nous séparer. Tu as juré sur la tombe de maman que nous serions toujours là l'un pour l'autre. » Ces mots frappèrent Marcus plus fort que n'importe quel coup physique. Il avait fait cette promesse 5 ans plus tôt, agenouillé près du lit d'hôpital de leur mère dans les derniers jours, jurant à elle et à Danny qu'ils formeraient toujours une famille, quelles que soient les difficultés. Le juge Harrison examinait déjà le dossier suivant, éliminant la tragédie de la famille Williams comme une simple procédure de routine dans sa journée chargée. Son assistant lui tendit un café et un dossier de rendez-vous de l'après-midi, les vies brisées de la famille déjà oubliées dans la machine administrative de sa salle d'audience.
Mais ce que le juge Harrison ne pouvait ignorer, c'était la façon dont Marcus Williams restait planté dans cette salle d'audience, sans se diriger vers la sortie comme tous les autres membres de sa famille vaincus qu'il avait affrontés au fil des ans. Au lieu de partir brisé et désespéré, Marcus observait, apprenait, mémorisait chaque détail concernant l'homme qui venait de détruire son monde avec ce qui semblait être un plaisir sincère. Car quelque part au cours des 30 dernières minutes, quelque chose de fondamental avait basculé chez le jeune homme de 19 ans. L'adolescent effrayé qui implorait la clémence avait été remplacé par quelqu'un de bien plus dangereux. Quelqu'un qui n'avait absolument plus rien à perdre et qui soupçonnait de plus en plus que ce qui venait de se passer n'était pas la justice, mais quelque chose de bien plus sinistre. L'affaire suivante fut appelée, et Marcus se retourna enfin pour quitter la salle d'audience. Mais l'assistant du juge Harrison ne parvenait pas à se défaire du sentiment troublant que le regard d'adieu du jeune homme contenait une promesse qui n'avait rien à voir avec la servitude, mais tout à voir avec une prise de conscience qui commençait à peine à prendre forme. 3 semaines plus tard, Marcus était assis à la bibliothèque du comté à 2 heures du matin, entouré de vieux journaux, de dossiers judiciaires et d'un ordinateur portable emprunté à son superviseur à l'entrepôt. L'agent de sécurité de nuit avait renoncé à demander pourquoi l'adolescent en deuil passait toutes ses nuits à faire des recherches au lieu de dormir. Une autre famille détruite par le système, murmura Marcus en lisant une coupure de journal datant d'il y a 2 ans. Le titre disait « Un adolescent du coin condamné à la prison pour adulte malgré le tollé général ». L'affaire lui était étrangement familière. Maria Santos, 16 ans, avait été arrêtée en possession de la marijuana de son petit ami, à peine suffisante pour sa consommation personnelle. Le juge Harrison l'avait condamnée à 3 ans de prison pour adulte, ignorant ses excellentes notes et sa bourse complète pour l'université d'État. Mais ce qui retint l'attention de Marcus, ce ne fut pas la lourdeur de la peine, mais la photo dans un coin, montrant Maria emmenée enchaînée. À l'arrière-plan, partiellement masqué par l'ombre, se tenait l'homme qui avait salué le juge Harrison lors du procès de Danny. Marcus avait découvert 17 cas similaires au cours du mois précédent. Tous des jeunes accusés. Tous des condamnations sévères qui détruisaient des avenirs prometteurs. Tous avec la même silhouette mystérieuse tapie sur les photos du tribunal. Son téléphone vibra, un message de Danny lui parvint. « Marcus, s'il te plaît, fais-moi sortir. Les plus âgés ici sont dangereux. J'ai peur. » Le message perturba sa concentration un instant, l'envahissant de culpabilité et de rage. Mais Marcus avait appris à canaliser ses émotions en quelque chose de plus productif que les larmes. Chaque soir, il ajoutait une pièce à un puzzle de plus en plus clair et absolument terrifiant. « Excusez-moi, êtes-vous Marcus Williams ?» Marcus leva les yeux et vit une femme d'une trentaine d'années, professionnelle mais l'air fatigué, tenant un dossier en papier Kraft rempli de documents. « Je suis Sarah Chen, journaliste d'investigation au Herald Tribune. Cela fait 3 semaines que je vous observe enquêter sur les affaires du juge Harrison. Puis-je m'asseoir ?» Le premier réflexe de Marcus fut de courir. Parler aux journalistes était dangereux, surtout quand on est le fils d'un condamné qui fouille les affaires d'un juge. Mais quelque chose dans le ton direct de Sarah et l'épuisement dans son regard suggéraient qu'elle n'était pas là pour exploiter son histoire. « Vous enquêtez sur lui aussi, » dit Marcus. Ce n'était pas une question. Sarah hocha la tête, ouvrant son dossier pour révéler des photos, des relevés financiers et ce qui semblait être des images de surveillance. Depuis 2 ans. Depuis que mon neveu a été condamné à 15 ans de prison pour une première infraction à la législation sur les stupéfiants dans le tribunal de Harrison. Elle étala les documents sur la table, et Marcus sentit son cœur s'emballer. Des relevés téléphoniques montrant des appels entre le juge Harrison et l'homme mystérieux des photos du tribunal. Des relevés bancaires révélant des paiements à un organisme appelé Centre de réadaptation pour jeunes de Riverside. Des registres fonciers montrant que le juge Harrison possédait des actions dans des prisons privées. « Il s'appelle Vincent Torres », poursuivit Sarah en désignant la silhouette obscure que Marcus traquait. « C'est un entrepreneur privé qui fournit de la main-d'œuvre à des entreprises agricoles et industrielles. Une main-d'œuvre bon marché, si vous voyez ce que je veux dire. » Le sang de Marcus se glaça lorsque les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Les jeunes qu'il condamne, ils n'iront pas en centre de détention pour mineurs ordinaires. Le centre de réadaptation pour jeunes de Riverside est un camp de travail, confirma Sarah. Techniquement légal, présenté comme un lieu de formation du caractère par un travail honnête. Mais les enfants travaillent 12 heures par jour à cueillir des récoltes et à fabriquer des biens pour des entreprises qui paient Torres, qui paient Harrison. La pièce sembla tourner lorsque Marcus réalisa ce qui était arrivé à Danny. Son petit frère n'était pas seulement emprisonné, il était utilisé comme esclave pour enrichir 2 hommes corrompus. « Pourquoi n'as-tu pas publié cette histoire ?» demanda Marcus d'une voix à peine contrôlée. Le visage de Sarah s'assombrit.
Parce que Torres a des relations partout. Police, services sociaux, autres juges. Le dernier journaliste qui s'est approché de trop près a vu des preuves disparaître de son bureau et a fini par être accusé de fausses accusations d'agression. J'ai besoin de preuves qui ne puissent être ni volées ni discréditées. Marcus fixait les documents, l'esprit s'emballant. Le juge Harrison pensait avoir affaire à un adolescent brisé comme un autre, un membre de sa famille en deuil qui finirait par abandonner et passer à autre chose. Ce que le juge ignorait, c'est que Marcus avait quelque chose que la plupart des gens n'avaient pas. 5 ans d'expérience à survivre dans un système conçu pour écraser les gens comme lui. Je sais peut-être comment obtenir cette preuve, dit doucement Marcus en sortant son téléphone pour montrer à Sarah les dizaines de photos qu'il avait prises pendant ses recherches. Mais je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose qui va probablement paraître complètement fou. Sarah regarda les photos, puis l'expression déterminée de Marcus, et sourit lentement. Mon garçon, après 2 ans à traquer cette histoire, la folie est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Vincent Torres observait les visites nocturnes de Marcus à la bibliothèque depuis une semaine. Et le lendemain, il comptait rendre les retrouvailles des frères Williams bien plus durables qu'il ne le souhaiterait jamais. 6 mois plus tard, le juge Harrison était assis derrière son banc, examinant ce qu'il pensait n'être qu'une simple audience de détermination de peine. L'accusée était Maria Santos, la même jeune fille qu'il avait envoyée en prison pour adulte 2 ans plus tôt et qui faisait face à de nouvelles accusations après sa libération. Ce que le juge ignorait, c'est que Maria portait un micro, offert par l'équipe spéciale du FBI qui montait un dossier contre lui depuis des mois. « Votre honneur », dit Maria d'une voix ferme malgré son cœur battant, « avant de me condamner, j'ai quelque chose à vous avouer. Il y a 2 ans, lorsque vous m'avez envoyé à Riverside, Vincent Torres a contacté ma famille. Il m'a dit que si on lui payait 5 000 $, il pourrait m'arranger un emploi à la cuisine plutôt qu'au champ. » Le visage du juge Harrison pâlit. « Madame Santos, c'est une accusation très grave. »« Nous avons les reçus, » dit Marcus Williams en se levant de la tribune. Il tenait des dossiers chargés de preuves, et à côté de lui était assise Sarah Chen, un enregistreur qui captait chaque mot. La salle d'audience s'emplit de murmures lorsque Marcus s'approcha du banc. Mais cette fois, il n'était pas à genoux ni en train de supplier. Cette fois, il détenait le pouvoir. « Nous avons des relevés bancaires montrant des paiements de Torres sur vos comptes offshore, » poursuivit Marcus d'une voix calme et claire. « Nous avons enregistré des conversations téléphoniques où vous discutez des enfants à envoyer ou, en fonction des moyens financiers de leur famille. Nous avons les témoignages de 43 familles dont les enfants ont été victimes de trafic par l'intermédiaire de votre tribunal. » Les mains du juge Harrison tremblaient tandis qu'il prenait son marteau, mais Marcus n'avait pas terminé. « Plus important encore, votre honneur, nous avons une vidéo de Riverside montrant des enfants de 14 ans travaillant 16 heures par jour sous une chaleur de 40 degrés. Y compris mon frère Danny. » Les portes du fond de la salle d'audience s'ouvrirent et l'agent du FBI Rivera entra, accompagné de Daniel Williams. Danny était maigre et marqué par les cicatrices, mais vivant et libre. Les retrouvailles entre les frères furent silencieuses mais puissantes. Marcus avait finalement tenu sa promesse. « Vincent Torres a été arrêté ce matin », annonça l'agent Rivera à la salle d'audience stupéfaite. Avec 12 complices impliqués dans ce réseau de trafic d'enfants. Monsieur Torres a accepté de témoigner en échange d'une réduction de peine. Le juge Harrison tenta de se lever, mais son fauteuil roulant le coinçait comme une cage derrière son banc. « C'est ridicule. Je suis juge fédéral. Vous ne pouvez pas. » « En fait, si. » L'agent Rivera sourit d'un air sombre tandis que 2 policiers s'approchaient du banc, menottés. « Juge Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour complot, trafic d'êtres humains et corruption sous couvert de la loi. » La salle d'audience, stupéfaite, observa dans un silence hébété l'homme qui avait détruit tant de vies menottées à son propre fauteuil. Mais le moment le plus bouleversant fut lorsque Sarah Chen se leva et commença à lire son carnet. « Depuis 2 ans, juge Harrison, vous vendez des enfants à des camps de travail pour faire du profit. 47 enfants, âgés de 13 à 17 ans, générant plus de 2 millions de dollars de revenus illégaux. Mais ce que vous n'aviez jamais réalisé, c'est que chacune de ces familles tenait des registres. Chaque paiement, chaque menace, chaque promesse de clémence qui n'a jamais été concrétisée. » Alors qu'Harrison sortait de sa propre salle d'audience, Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Non pas la vengeance, mais la justice. Une justice réelle, systématique, indéniable. Danny attrapa le bras de son frère, les larmes aux yeux. « Marcus, comment as-tu fait tout ça ?» Marcus parcourut la salle d'audience du regard, les familles qui allaient enfin récupérer leurs enfants, le journaliste qui avait tout risqué pour l'aider, les agents du FBI qui avaient écouté quand personne n'avait répondu à leurs appels à l'aide. « J'ai appris quelque chose ces derniers mois, Danny. Le système n'est pas en panne.
Il est conçu exactement comme certains le souhaitent. Mais lorsque suffisamment de personnes refusent d'accepter ce système, lorsqu'elles collaborent et luttent intelligemment au lieu de se contenter de s'emporter, c'est là que le véritable changement se produit. Le marteau qu'Harrison avait utilisé pour détruire tant de vies gisait abandonné sur le banc. Mais cette fois, la justice n'avait pas besoin de marteau pour se faire entendre. 2 ans plus tard, Marcus Williams se tenait à la tribune du Centre national de défense des droits de la jeunesse, s'adressant à une salle remplie de travailleurs sociaux, d'avocats et de décideurs politiques. Le même jeune homme qui avait autrefois mendié à genoux dans un tribunal corrompu portait désormais une casquette de diplômé en droit et s'exprimait avec l'autorité de quelqu'un qui avait survécu au système et l'avait transformé. L'affaire Riverside a conduit à la fermeture de 14 camps de travail pour jeunes illégaux dans 6 États, a annoncé Marcus sous un tonnerre d'applaudissements. 47 enfants ont retrouvé leur famille et de nouvelles lois fédérales de surveillance contrôlent désormais les centres privés pour mineurs. Dans l'auditoire, Danny Williams, aujourd'hui âgé de 17 ans et préparant ses études supérieures grâce à une bourse d'études complète, rayonnait de fierté devant son frère aîné. Les mois traumatisants passés à Riverside avaient laissé des cicatrices, mais ils avaient aussi révélé l'incroyable résilience et les qualités naturelles de leader de Danny. Il consacrait désormais son temps libre à encadrer d'autres jeunes passés par le système. Sarah Chen, lauréate du prix Pulitzer pour ses révélations sur le réseau de trafiquants, leva la main depuis la tribune réservée à la presse. Marcus, qu'est-il arrivé au juge Harrison et à Vincent Torres? L'expression de Marcus devint sérieuse. Le juge Harrison a été condamné à 25 ans de prison fédérale pour complot et traite d'êtres humains. Ses appels ont tous été rejetés et ses frais d'avocat l'ont ruiné. Vincent Torres a été condamné à 15 ans et purge actuellement sa peine dans le même établissement pour adultes où nombre de ses victimes étaient illégalement détenues. L'ironie n'échappa à personne dans la salle. L'homme qui avait profité du travail des enfants vivait désormais le système carcéral de l'intérieur, privé de son pouvoir et de ses privilèges. Plus important encore, a poursuivi Marcus, chaque famille touchée par leur crime a reçu une indemnisation sur les biens saisis. L'argent que Harrison a gagné en vendant des enfants finance désormais des bourses d'études pour ses victimes. Le docteur Patricia Monroe, nouvelle directrice des services aux affaires familiales, s'est levée pour s'adresser à l'assistance. Les frères Williams n'ont pas seulement dénoncé la corruption, ils ont créé un modèle pour la lutte des familles contre les abus systémiques. Leur affaire a conduit à la création de la ligne d'assistance téléphonique nationale contre la traite des êtres humains et à l'enregistrement obligatoire de toutes les audiences de détermination de la peine pour mineurs. À la fin de la présentation, Marcus est sorti, où Danny attendait près de leur voiture. Le même parking de l'entrepôt où Marcus avait pleuré seul après 16 heures de garde était désormais le site du centre communautaire qu'ils avaient contribué à créer pour les jeunes en difficulté. « Tu te souviens quand tu me promettais que tout irait bien ?» a demandé Danny en regardant le bâtiment qui accueillait désormais des dizaines d'enfants chaque jour. Marshall a souri, se souvenant du jeune homme de 19 ans effrayé qui s'était agenouillé dans cette salle d'audience, désespéré et impuissant. Je me souviens avoir promis de ne laisser personne nous séparer. Je n'aurais jamais imaginé que tenir cette promesse protégerait autant d'autres familles. Leur père, libéré prématurément grâce aux réformes de la surpopulation carcérale prônée par Marcus, les rejoignit alors qu'ils marchaient vers le centre. La famille Williams n'était pas parfaite, mais elle était unie, et elle profitait de sa seconde chance pour que d'autres familles puissent aussi avoir la leur. Le juge Harrison avait tenté de briser Marcus Williams en lui enlevant tout ce qui lui était cher. Au lieu de cela, il avait créé un défenseur qui passerait sa vie à veiller à ce qu'aucun autre enfant ne subisse ce que Danny avait enduré. Le juge corrompu avait donné à Marcus un objectif plus grand que la vengeance. Il lui avait confié une mission. En entrant dans le centre pour jeunes, Marcus songea au chemin parcouru. La meilleure vengeance n'avait pas été de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose qu'il ne pourrait jamais abattre. Un système qui protégeait les enfants au lieu de les exploiter. Une communauté qui soutenait les familles au lieu de les déchirer. Le garçon qui avait autrefois proposé de devenir esclave pour sauver son frère était devenu l'homme qui a libéré des dizaines d'enfants de l'esclavage moderne. Harrison avait tenté de rendre Marcus impuissant, mais il avait fini par créer quelqu'un de bien plus dangereux pour les systèmes corrompus du monde entier. Quelqu'un qui refusait d'accepter l'injustice comme une fatalité. Si cette histoire de courage et de justice vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages authentiques de personnes ordinaires qui ont refusé de se laisser écraser par des systèmes puissants. Parfois, la meilleure façon d'honorer ceux qui ont tenté de vous briser est de construire quelque chose de beau à partir des débris qu'ils ont laissés derrière eux.